Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Merci pour cette entrée mais spectaculaire en musique. Vraiment, c'est génial, merci. Alors la genèse de ce livre, c'est un autre tout petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Goya de père en fille, que j'ai écrit pour un festival c'est la transcription d'une conférence. Le sujet de ce festival était les générations au pluriel, et où je parle de comment l'art de Goya, le peintre, m'a été transmis par mon père et comme une forme de traumatisme de l'exil sans mots. Et c'est en écrivant ce livre que j'ai découvert l'existence d'une loi qui venait d'être promulguée en Espagne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Ley de Memoria Democrática, la loi de mémoire démocratique, qui permet aux enfants et aux petits-enfants de parents l'ayant perdue après avoir été contraints à l'exil, de la récupérer. Donc moi j'étais tout à fait dans ce cas de figure, donc je me lance dans les démarches. Et je m'arrête très rapidement dans les démarches quand on me demande un justificatif de l'exil, que je n'ai pas, évidemment, puisque mon père part avec toute sa famille, lui, à 4 ans, en 1936, et que donc, c'est le tout début de la guerre d'Espagne, et que quand il traverse ce pont, donc entre Irún et Hendaye, et que évidemment ils ont eu aucun papier et rien. Enfin, et donc cette demande de l'administration espagnole me choque tellement que ça me révolte tellement qu'on me dise mais si reviens au pays, mais il faut quand même te justifier, il faut quand même un petit papier quoi. Waouh. Et donc ça me révolte tellement que je me décide d'écrire ce livre en me disant que le justificatif que j'allais avoir, ça allait être la preuve de l'exil, le justificatif, ça allait être ce livre. Donc ce livre, il démarre comme ça, avec une sorte. C'était pas un livre tout à fait prévu. Enfin bon, je me disais pas, j'ai envie de réécrire sur ce sujet que j'ai déjà abordé par ailleurs. Mais là, j'étais tellement révoltée que je me suis dit, il va y avoir une preuve. Et en fait, la seule arme que j'ai, c'est l'écriture. Donc j'écris ce livre. Alors justement, on va revenir sur la forme d'écriture particulièrement originale que vous avez adoptée, puisque vous croisez un récit de type biographique, avec une façon de vous coller totalement à votre grand-mère, que vous avez en fait assez peu connue, mais vous allez nous en parler. C'est un récit qui s'organise autour du regard, me semble-t-il, je vois, autour de la sensation, ressentir ce qu'est l'autre, ce que sont les choses, l'environnement. En fait, comment retrouver la mémoire, vous allez me permettre d'employer l'expression de ce qu'un roman familial a un peu abordé, un peu évoqué, mais on sent qu'il y a beaucoup de traumatismes qui sont tus. Donc comment retrouver cette mémoire de ce qu'on ignore en partie, en se collant au plus près des choses, par l'imaginaire et par la poésie. Il me semble qu'il y a ces deux dimensions. Oui, absolument. Donc, quand cette révolte surgit et que le livre me semble plus que nécessaire, même l'unique option de comprendre ce qui se passe en moi-même et donc d'écrire ce récit familial, je démarre assez rapidement par un tu. Le tu, c'est une adresse à ma grand-mère. Donc, comme vous le disiez, que j'ai peu connue, elle naît en 1899 au Pays Basque, à Irún, elle aussi. Et moi, je nais en 1976, donc il y a déjà une sorte de grand écart générationnel. Elle va mourir dans les années 80, donc j'ai peu le temps de la voir. Elle va pas très bien à la fin de sa vie, donc bon, la communication aurait été très complexe. Ce qui rajoute aussi au mystère de cette grand-mère, c'est qu'elle parlait donc basque avec mon père, exclusivement basque avec mon père, et que je pense que mon père ne parlait basque qu'avec elle. Et donc, quand j'allais avec mon père voir ma grand-mère, tout d'un coup, je ne comprenais plus rien. Donc, ça rajoutait à cette femme, à l'aura mystérieuse de cette grand-mère. Mais c'est elle, le 18 août, puisque c'est ça qu'on me demande de justifier, que l'administration espagnole me demande de justifier, le 18 août, c'est elle qui part avec les enfants. Le père va
va les rejoindre plus tard. Donc elle va partir avec toute sa famille à elle, ses frères et ses parents et ses enfants, donc, dont mon père. Et elle va, ils vont avoir 10 minutes pour partir. Les combats de rue dans Irun sont déjà féroces. Ils sont au Parti nationaliste basque, ils sont engagés auprès de la République. Ce sont des républicains, donc ce sont les premiers à être fusillés. Donc on leur dit il faut partir tout de suite. Donc ils vont se réfugier en face à Hendaye. Donc ce geste fondateur de l'exil et de l'apatridie, puisque mon père va se retrouver apatride en franchissant ce pont si petit, c'est elle qui le fait. Donc c'est avec elle que je veux avancer. C'est elle, je veux comprendre ses gestes à elle. En effet, comme vous le disiez, je veux la voir, parce que la voir et la faire vivre, c'est incarner la vérité de son geste et incarner un récit familial que je sais faux. Enfin, faux. Il n'est pas faux, il est mien. C'est-à-dire que dans toutes les familles, évidemment, la mémoire est parcellaire, et même si elle est assez nette, on voit bien que dans une fratrie, un même souvenir ou un même moment fait des souvenirs différents chez les uns et les autres. Donc on imagine ce que ça peut être quand la maison a été bombardée, quand les grands-parents ne sont plus là, quand il y a la brisure de l'exil, quand il y a des traumatismes de langue, la Seconde Guerre mondiale qui arrive par-dessus. Donc là, on est dans une sorte d'inconnu de fantôme, comme je dis, ou de mémoire trouée. Mais la force de l'imaginaire, c'est donc de pouvoir combler ces trous et de pouvoir les écrire. Et je pense aussi de pouvoir faire antenne et, à mon avis, parfois, par l'intuition, écrire des choses qui se rapprochent des corps, qui se rapprochent des pensées, qui se rapprochent de la vérité de certains moments. Donc c'est ce que j'ai voulu. Je me suis engagée avec elle, avec cette femme qui, quand elle traverse ce pont à 37 ans, elle est 10 ans plus jeune que moi quand je commence à écrire le livre. Elle est avec 3 enfants en bas âge, et évidemment je me projette dans cette femme que moi j'ai toujours vue comme une personne âgée, très austère, veuve, avec un chignon pas très tendre, enfin une femme assez comme ça, austère. Et donc je l'imagine, elle a été aussi cette jeune femme partant avec ses enfants. On lui donne 10 minutes, évidemment je me dis, moi aussi, si je devais partir. Et aujourd'hui, on ne cesse de voir des femmes sur les routes partant avec leurs enfants. Donc tout ça est en résonance. Alors justement, je trouve qu'il y a une double dimension assez extraordinaire dans votre texte. Vous venez d'y faire allusion. La dimension éminemment personnelle, intime, familiale, reconstruire, reconstituer, redonner forme, vie et voix, VOX, à ces gens en fait, dont on a tué aussi les témoignages. Ils ont été dans un premier temps les perdants, et il n'y a pas eu, après la mort de Franco, en fait, de procès. Je crois que ça, c'est quand même aussi quelque chose dont on ne mesure pas, sans aucun doute, les effets délétères en Espagne. Je crois qu'ils l'ont vu il y a quelques temps. Et là, il me semble que écrire et raconter, c'est justement interdire l'oubli, réveiller les silences. Moi, je pense à ce que Camus disait de la fonction justement de l'écrivain, être la voix des taiseux, de ceux qui n'ont pas eu la parole, qui ne peuvent pas. Et c'est une des responsabilités, en fait, de l'écrivain. Et vous l'incarnez, ça. Et vous l'incarnez au plus près de la vie personnelle. Et le deuxième aspect, et je vais vous laisser en parler, vous venez d'y faire allusion, se superposent régulièrement les images très contemporaines de ces femmes, de ces enfants, de ces migrants jetés sur les routes, dans les bateaux de la misère, avec cette difficulté, dites-vous, à accueillir l'étranger. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accueillir l'autre, hein? Il y a vraiment tout ça qui se tisse dans votre texte. Et donc, il me semble qu'il y a cette imbrication entre l'intime, la petite histoire, sans rien de péjoratif, hein, la petite histoire, et puis en toile de fond, l'histoire de l'humanité qui est toujours, en fait, désespérément la même. Oui, c'est ce que j'ai tenté de faire. Et puis surtout, c'est un moment quand j'écris le texte où j'ai voulu retourner sur les lieux. Donc je suis allée évidemment au Pays Basque, où j'y suis retournée. Je suis allée en Hendaye, j'ai vu la proximité des lieux, parce que c'est 2 villes en fait. Je ne sais pas si vous voyez Hendaye, le pont international Irun, enfin, c'est juste en face, quoi. Le pont est tout petit. Donc c'est un exil aussi très étrange dans cette
proximité. Donc j'ai voulu marcher là à nouveau. Je suis allée aussi voir le camp de Gurs. Je suis allée à Rivesaltes. J'ai voulu marcher avec eux, marcher dans leurs pas de tous ceux qui ont traversé, de tous ces républicains, de tous ces réfugiés, parce qu'en effet, je crois que la mémoire se travaille. On est aujourd'hui à un moment où cette guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, ceux qui l'ont vécu, les vivants, vraiment, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est à nous de reprendre le flambeau. Et c'est à nous, voilà, de dire, n'oublions pas, mais c'est pas juste un mot, c'est vraiment de travailler la mémoire, d'y aller, de rencontrer les gens, de transmettre. Donc il y avait toute cette idée-là aussi qui m'obligeait à écrire ce livre pour m'engager, moi aussi, dans ce geste qui est celui d'une famille tout à fait banale. Mais c'était justement là que je voulais en venir. C'est-à-dire, évidemment, en toile de fond, il y a les grandes idées, la République, enfin, tout ce qu'on peut... voilà. L'idéologie et la politique sont là, mais finalement, c'est une femme comme nous, qui part et dont la vie va être, j'ai pas envie de dire brisée parce que je sais pas, mais en tout cas dont la vie va être complètement changée, détournée du cours qu'elle aurait dû avoir, avec ses enfants, en enchaînant sur cette Seconde Guerre mondiale, avec une très très grande précarité, et un pays qui accueille la France, et un pays qui naturalise. Et donc c'est aussi ça, je voulais dire, mais bon, on est tous issus de l'immigration à un certain moment, et pourquoi le repli, tous ces replis qu'on voit autour de nous, pourquoi c'est si difficile d'aimer l'autre? Ça, c'est des grandes questions, enfin, qui évidemment ne trouvent pas de réponse, mais je pense qu'il est important de se les poser et de les reposer. Et donc m'engager dans ce livre avec elle, avec cette femme qui est comme toutes les femmes dans une ville iroune, qui est comme toutes les villes, qui va traverser la déconstruction, la reconstruction, et on ne sait pas où, on ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, je fais ce chemin, et la littérature, elle permet ça. La littérature, elle permet de casser les temporalités, les territoires. On survole, je suis avec elle. Elle a 37 ans, j'en ai 47. Elle m'accompagne dans mes démarches. Et c'était rentrer dans la possibilité d'un universel depuis cette histoire familiale, d'un exil comme on en voit tous les jours, et d'une famille qui a 10 minutes pour partir. Ce livre, je l'ai écrit, ça doit être mon 8e, 9e, c'est quand même, j'en ai écrit d'autres avant, c'est pas mon premier livre. Et j'ai senti que dans la forme, puisque vous en parliez, j'ai senti qu'il était nécessaire d'éclater la forme romanesque pour essayer d'approcher, ou en tout cas de sonder l'histoire. Et que ce tu que j'abordais avec elle, et qui est ma grand-mère, donc je dis, je la vois dans sa cuisine, parce que c'est... Bon, elle fait ce gâteau qu'elle va laisser sur la table, et ils vont tous partir, donc je suis avec elle, je lui dis, t'es là, t'as peur, il y a les avions, bon, et puis finalement on sonne à la porte, enfin toute la famille est là, et elle s'est tue, et je marche avec elle. Je ne pouvais pas écrire elle. Il était impossible pour moi d'engager ce livre et de m'engager dans ce livre en parlant de ma grand-mère comme si c'était elle. C'est pas elle. Elle, ça peut être toutes les autres femmes, mais ça ne pouvait pas dans ce livre. Il fallait cette proximité aussi de l'adresse. Évidemment, j'allais pas dire je non plus, parce que je ne suis pas elle, mais c'est tu. Et le je, il apparaît dans la poésie, parce que j'ai besoin de prendre ce recul par rapport à elle pour pouvoir voir avec aujourd'hui ce qui se passe. Et puis il y a aussi les démarches administratives que je fais. Je me lance quand même dans ces démarches. Donc le livre est au gré de l'avancée de mes démarches administratives pour obtenir la double nationalité. Et c'est vrai que ce tressage formel de l'histoire, il s'est imposé. J'ai senti que pour essayer d'approcher tout ça, tout ce questionnement, je ne pouvais pas le faire qu'à travers une seule forme. Je crois que c'est une façon d'essayer évidemment de reconstituer ce puzzle et de vous interroger justement sur ce qui échappe, lui échappe, vous échappe, nous échappe. Oui, et quand je me décide donc à faire ces démarches, puisque ce livre, c'est ça aussi, j'ai pas grand-chose. Donc je vais avoir finalement
l'acte de naissance original de mon père, que je vais mettre des mois à avoir parce qu'il va arriver d'Aranjuez. C'est un périple très compliqué, cet acte, qui va finalement arriver. Mais j'ai surtout des photos. J'ai des photos qui ont été numérisées. Bon. Alors sans détail, donc je ne sais pas très bien qui est qui, sauf que mon père, de son vivant, donc mon père est décédé en 2015, mais de son vivant, il a pu me dire, bon, je reconnais mon arrière-grand-mère, voilà, qui est cette dame avec des toutes petites lunettes rondes, ma grand-mère, mon grand-père, enfin je reconnais les frères de mon père, donc je peux dire que je suis en errance devant ces photos que j'ai devant moi, alors qu'ils sont sur mon ordinateur, et je les regarde, et vous savez, ces petites photos dentelées en noir et blanc. Bon. Donc j'en ai quelques-unes de mon père tout petit, donc je me dis, bon, ben ça, ils doivent être encore en Espagne. Et donc, de tout ce que je vois, et de toutes ces photos, qui étaient évidemment des photos assez figées, puisqu'elles datent des années 30-40, où tout le monde se tient bien droit, j'essaye de percevoir quelles sont ces femmes, quelles étaient leurs histoires et de ce qui arrive jusqu'à moi. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de faire comme ça un peu antenne et donner chair par l'écriture à ces regards. Je suis retournée sur place et je sais que quand ils arrivent, en fait, ils vont à l'école des filles à Hendaye, qui est pas très loin du pont, de l'arrivée, qui est une école, je ne sais pas, qui doit dater de la fin du 19e. Enfin, bon, c'était l'école des filles, c'est là où ils vont d'abord séjourner. Donc, on est pendant l'été, au mois d'août, l'école est fermée, et ça va être un petit centre d'accueil pour les nouveaux arrivants. Donc, j'imagine que ma grand-mère est là et qu'elle aide, puisqu'elle s'imagine bien la complexité que c'est pour les autres femmes. Et puis, j'imagine ma grand-mère qui est au fond de la salle, elle est plus âgée, elle a la soixantaine, et ce que ça peut représenter pour elle, en fait. Elle sait que quand même sa vie est derrière elle, et ce qu'elle laisse en Espagne, c'est une grande partie de sa vie. Et donc c'est ce regard aussi de toutes les générations sur un événement, alors que mon père, il a 4 ans, et quand il traverse le pont, lui, il me raconte ce qu'il veut, il reste des confettis de la fête du 15 août, lui, c'est s'en mettre plein les poches, quoi, les confettis. Donc chacun est dans sa propre réalité, avec son regard au moment de sa vie où cet événement arrive. Et puis évidemment, cet événement, ils savent bien qu'il est très important, mais je pense que pendant des mois, ils espèrent peut-être revenir. Donc il y a aussi cette attente-là. Alors justement, vous parlez très bien de cette dimension-là. Votre famille était une famille résolument engagée, puisque les frères sont retournés combattre une fois leurs sœurs, les enfants mis en sécurité, sont repassés de l'autre côté. Et vous rendez hommage justement à toute cette lutte, ce combat absolument terrible pour la liberté, pour la République. Vous évoquez, alors il me semble que là encore, c'est toute une façon de rendre vie et de rendre toute leur place à des gens qu'on a sans aucun doute oublié, ces brigades internationales qui sont venues de toute l'Europe, je vais vous laisser en parler, combattre à ces femmes. Je trouve qu'elles ont une place importante. Vous rendez toute leur place aux femmes, qu'elles soient au combat, qu'elles soient féministes ou qu'elles soient comme votre grand-mère, et là on peut y revenir, en apparence seulement soumise, mais résistante à sa manière. Oui, je me suis dit que ma grand-mère, elle tient, en fait. Elle n'a pas pris la parole en public, elle ne s'est pas engagée politiquement, ouvertement, mais c'est elle qui part. Il y a les 3 enfants, il y a ses parents, il va falloir trouver une nouvelle maison, un nouvel endroit. Elle va tenir cette maison affectivement, logistiquement. Donc ça, je pense que c'est un acte de résistance à la vie, au moins. Il y a ça. J'ai aussi voulu redire, ça me semblait important dans ces années 30, là 36, donc qui sont des années dures. Hitler est au pouvoir, Hitler et Mussolini vont tout de suite s'engager du côté de Franco et donner vraiment une aide logistique au coup d'État. Bon, c'est bien que Guernica, c'est l'aviation allemande. Donc la guerre d'Espagne va être un peu la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. Il y a un élan exceptionnel de ces brigades internationales, donc ils vont
dans un mouvement spontané, aller soutenir la République. Et donc 70% des brigadistes sont français. Donc il y a une sorte de très 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 grand mouvement comme ça d'élan pour soutenir cette jeune République. Ça me semblait important de le redire que dans les moments très durs, ça, je pense qu'en ce moment on vit un moment difficile géopolitiquement. Il y a aussi des choses comme ça qui se forment, des collectifs spontanés qui viennent donner de l'espoir. C'est important de s'en souvenir et de s'engager nous aussi. Et donc, je parle des brigades internationales et je parle d'une femme, puisque j'avais aussi envie les femmes sont souvent invisibilisées dans les guerres, soit parce qu'elles restent justement comme ma grand-mère dans la maison, à tenir la maison, donc on ne parle pas de tout ce qu'elles font. Et puis il y a aussi d'autres femmes qui se sont engagées, soit des journalistes, soit des combattantes. Donc je parle de quelques-unes, notamment de Felicia Brown, qui est une trentenaire anglaise, qui va dès que tout de suite partir traverser toute l'Europe en voiture avec une amie à elle et qui va s'engager dans les brigades internationales, qui va arriver sur le front de l'Aragon tout de suite et qui va mourir au bout de 2 semaines de combat, tout de suite. Donc, et elle aura le temps de dessiner un peu ses compagnons de bataille, et on peut voir encore ces carnets à Londres. Donc voilà, donc toutes ces femmes dont on ne parle pas, mais qui étaient soit sur le front, soit des photographes, ça me semble important aussi dire que, de toute manière évidemment, il n'y a que des victimes dans les guerres, et que les femmes sont dans tout le spectre des guerres, elles sont là. Et vous rappelez aussi que le viol comme arme de guerre se pratiquait pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre civile espagnole, comme ça s'est pratiqué pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire évidemment français. C'était important de rendre aussi cette place là à ces femmes qui ont été meurtries et dont les corps, vous le dites très très bien, le corps de la femme, c'est une arme de guerre, voilà, qu'on retourne. Bien sûr. Oui, aujourd'hui encore. Hier, et oui, le viol, je dis instantanément que c'est le viol comme arme systémique, le viol comme arme automatique, atomique. Je pense hier, aujourd'hui, c'est vrai. Et le corps de la femme, en effet, est un lieu de guerre. Par le viol et par l'agression qu'est le viol, par les enfants qu'elle porte, puisque ça c'est aussi, je parle des prisons pour femmes, où systématiquement les femmes emprisonnées, on prenait leurs enfants et on les rebaptisait ailleurs pour qu'ils soient dans de nouvelles familles. Enfin, ça c'est très pratiqué dans toutes les dictatures. Je rappelle dans le livre que donc, finalement Franco va avoir le pouvoir en 1939 et que ces prisons pour femmes c'est jusqu'en 1978 que vont se pratiquer ces enlèvements d'enfants, ces changements d'identité. Donc on imagine aussi, donc là aussi, le corps de la femme, les enfants, l'arrachement, puis on imagine aussi tous les cousins et les frères qui ne se connaissent pas, tout ce que ça peut représenter, 40 ans de trafic d'enfants. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas de la guerre et qui sont pratiquées partout. Enfin, on peut dire ça en Argentine, on peut dire ça au Chili, je suis sûre qu'on peut dire ça aujourd'hui en Ukraine. Enfin, donc, de toute manière, c'est une sorte de base triste qui va avec le conflit, qui est que, on tue les hommes, on viole les femmes, point. Il faut le redire, comme la femme est aussi, et le corps de la femme est aussi au cœur des guerres. Pour revenir aussi sur un parallèle, on a commencé à en parler un tout petit peu, mais un parallèle qu'on peut faire avec notre époque. Il y a plusieurs scènes sur la plage où Enriqueta notamment va contempler si près, si loin ce pays d'Irun de l'autre côté, qui est le théâtre donc de cette guerre terrible, de cette bataille d'Irun qui va se solder par un grand incendie. Je voudrais en reparler. Si elle regarde effectivement désespérément, je ne sais pas, vous laissez planer un mystère là, ce pays qu'elle a dû quitter si vite, vous montrez aussi qu'il y a déjà une forme
de fascination des gens du coin ou des touristes qui regardent avec jumelles, longue vue, etc. Il y a des dessins satiriques d'ailleurs de l'époque. La guerre en face. Nos réseaux sociaux n'ont rien inventé. Ce qui défile sur notre fil d'actualité, tout ça, c'est déjà quelque chose de bien réel à cette époque. Oui, c'est le propre de l'humain. La curiosité, la fascination plus ou moins saine. Là, en effet, comme je vous le disais, cet exil si proche, j'ai imaginé que comme ils vont rester 3 ans en Hendaye ils vont venir dans les Landes après en 39, mais de 36 à 39, ils restent en Hendaye. Donc j'imagine que ma grand-mère, j'ai imaginé de manière compulsive, allait sur la plage pour voir où ça en était, le bombardement, l'incendie, tout ça. Et puis, donc, c'est quelque chose que j'ai écrit dans le livre. Et puis, au fil de mes recherches, je suis tombée, en effet, sur des dessins dans l'hebdomadaire L'Illustration, qui date du 29, pour être tout à fait exact, du 29 août 36. Donc là, le grand incendie va avoir lieu le 3 septembre. Ils sont partis le 18 août, il va vraiment y avoir 3 semaines comme ça de bombardements, de guerre et tout. Et donc ces dessins satiriques du 29 août 36 montrent un loueur de longue vue, alors qui est un peu sur les falaises au-dessus d'Hendaye, où il louait sa longue vue à la minute pour qu'on puisse voir de manière plus précise les combats. Bon, donc évidemment ça fait un peu froid dans le dos, mais je me suis, comme nous tous, on est dans le métro, on est chez nous, on regarde le fil de toutes les nouvelles. Une guerre chasse l'autre guerre, même si c'est un peu toujours les mêmes images finalement qu'on voit, mais on est traversé par toutes ces images. On s'y intéresse un peu au début, au nouveau conflit, et puis après on passe à un autre conflit, et puis après c'est donc oui, la question de qu'est-ce qu'on fait, où restent toutes ces images dans nos têtes, et quand même on regarde et puis on oublie. Alors ça doit être une faculté d'adaptation du cerveau humain, sinon on serait tous en très très grande dépression. Mais évidemment, ce loueur de longue vue est venu résonner, et je me suis souvenu aussi du début de la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ces premiers migrants ukrainiens arrivaient en Pologne, puis on voyait ces images avec des murs de photographes qui prenaient en photo ces trains où arrivaient les familles qui devaient être complètement désemparées. Enfin, il y avait une sorte de contraste terrifiant entre celui qui veut être là pour prendre sa photo et la famille qui arrive en exil. Donc voilà, donc ces choses-là existaient déjà, et elles étaient documentées. C'est-à-dire là, on voit que vraiment... dans les jours suivants, les journalistes et les dessinateurs en faisaient déjà, en gardaient trace. Et justement, est-ce que c'est pas la grande force de l'écriture, de savoir mettre à la juste place l'image ? C'est-à-dire que la force de l'écriture, c'est qu'elle permet que chacun se crée sa propre image. Et ça, c'est une forme à la fois de mise à distance, et ça oblige nos imaginaires au travail, donc à la réflexion, donc à un temps un peu plus long, en tout cas, que celui de l'image imposée, qui parfois, en plus, nous sidère et nous empêche la compréhension. Je pense que tout est nécessaire, c'est-à-dire, en tout cas, pour ce qui est de la mémoire des conflits, les photographes, les grands reporters sont nécessaires, parce qu'on a besoin parfois de voir pour croire. On a besoin des historiens pour avérer les faits, pour compulser des preuves et pour pouvoir dire d'une manière très factuelle, en dehors de toute émotion, ceci s'est passé à cet endroit-là, tels étaient les noms. Et on a aussi besoin des artistes pour créer un espace émotionnel, pour créer de la chair et pour peut-être redonner une respiration et un corps à ceux qui ont été sur ces lieux de guerre, sont des victimes ou pas, mais qui les ont traversés. Et donc c'est un travail collectif, la mémoire. Et je peux dire aujourd'hui que finalement, ce livre, et évidemment je suis écrivaine, je peux dire que je suis une artiste, mais
c'est le livre d'une citoyenne. Et c'est ce qui m'importe aujourd'hui, c'est dans ce lieu dans lequel nous sommes, dans une république, en tant que citoyenne et artiste, de pouvoir porter et partager une mémoire collective, fragmentaire, mais néanmoins qui nous appartient à tous et qui forme un imaginaire collectif, une culture collective, une pensée. Oui, ce livre-là, mes livres précédents, c'est encore autre chose. Quand j'écris de la pure fiction, je me place à un autre endroit, un petit peu différent. Mais pour celui-là, je peux dire que c'est le livre d'une citoyenne. Et alors justement, parce que moi c'est bien l'impression que j'ai eue effectivement en vous lisant, je me suis justement interrogée à la fois sur la manière dont la musicienne, au travers des mots, se retrouve en harmonie. Ça c'est une chose, je vais vous laisser y répondre. Et je me suis dit aussi qu'il y avait une sorte de conjonction entre une urgence personnelle quant à cette mémoire familiale, quant à cette nationalité espagnole, on va y revenir, à retrouver. Donc une conjonction entre cette dimension-là et puis cette époque qui est la nôtre, qui est à nouveau l'époque j'ai envie de dire presque de la nouvelle montée des périls. Et il me semble que les deux entrent en collusion. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a aujourd'hui dans ces replis qu'on vit, dans la peur de l'autre, dans la méfiance. Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir redire que ce qui compte, c'est l'altérité, c'est l'écoute, c'est l'amour, c'est l'accueil. C'est une question, je pense, qu'on se pose collectivement. Alors bon, moi je suis violoniste, donc je joue de la musique. Bon, évidemment, ça semble tout à fait dérisoire parfois, mais la musique, c'est quelque chose qui est en dehors des mots. Et on l'a vu au tout début, tout à l'heure, l'énergie de ce qui se dégage de la musique. Et on ne parle pas forcément basque, mais c'est pas grave, on a compris. C'est ça qui est extraordinaire avec la musique, comme avec la peinture, c'est quand même l'universalité de ce qu'on entend et de ce qui peut être dit et ressenti à travers la musique. Donc je pense qu'en effet, la musique m'aide pour écrire la poésie. Mon oreille de musicienne me met dans un espace de la littérature qui est celui aussi du silence, de l'écoute. Et ça me semble important. Et je suis aussi traversée par les faisceaux sociologiques, sociétaux, d'une certaine forme d'écriture aussi. Comment est-ce qu'on parle justement de la guerre, des nouvelles, des femmes, de tout ce qui se passe autour de moi. Donc finalement, je suis aussi travaillée, sans le savoir, par tout ce qui me traverse. C'est une sorte de porosité. Ça traverse aussi le livre. Évidemment, pour parler d'un sujet qui est tout à fait actuel, l'exil, le fascisme. Enfin, je voulais rester malléable, je voulais rester à la fois transparente et traversée par tout ça, parce que l'histoire se répète et c'est important de le dire. Et je rebondis justement pour cette question de la mémoire et de ce que vous disiez. Donc après la mort de Franco, Juan Carlos, le roi va être ça va être son successeur. C'est Franco qui décide de sa propre succession. Une loi d'amnistie et d'oubli est votée. Donc en gros, on dit, allez, hop, n'en parlons plus. Bon. Ce qui a évidemment, je pense, été à la fois un mouvement de joie exceptionnel. En Espagne, on a vu la Movida, on a vu vraiment des artistes tout d'un coup se déployer, mais sortir de la tristesse et de la chape de plomb. Bon, mais en même temps, s'il n'y a pas de mémoire, si on ne parle pas, ça crée évidemment des moments d'oubli, d'amnésie qui sont pas bons. Et en parlant avec mes amis espagnols de ma génération, donc qui sont nés après Franco, la guerre d'Espagne, elle est très 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 peu étudiée en cours. Donc on se retrouve avec des générations maintenant, les générations suivantes, bon, ça a eu lieu, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, et c'est cette désinformation contre laquelle il faut lutter. C'est vraiment donc le travail de mémoire, et ce qui me plaît aujourd'hui, puisque je suis binationale, c'est que finalement ce livre, j'ai aussi pu l'écrire depuis l'Espagne,
en tant qu'Espagnole, et que simplement, modestement, je participe à la mémoire d'un pays qui est l'Espagne, et aussi depuis la France, de regarder depuis l'extérieur comment ce pays s'est débattu avec la dictature, et puis comment ma famille finalement s'est adaptée et ancrée en France. Justement, parce que c'était l'autre question que j'allais vous poser, en discutant avec vos amis espagnols de la même génération, est-ce que certains ne pensent pas qu'un jour ou l'autre, il faudra libérer aussi la parole ? Oui, je pense. Je pense qu'il va y avoir des mouvements contradictoires. C'est-à-dire les dictatures, elles imposent le silence, elles imposent une certaine manière de penser. Donc, oui, et il y a des auteurs qui parlent depuis l'Espagne de la guerre civile, qui sont aujourd'hui écoutés, qui sont lus. Enfin, les choses bougent, parce que je pense que en fait, les générations de vingtenaires aujourd'hui, ils ont quand même envie de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu toute une génération qui savait ce qui se passait, qui disait, bon, on passe à autre chose, il est nécessaire de passer à autre chose. Mais bon, une fois qu'on a passé à autre chose, il faut quand même que la mémoire se transmette, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, en Espagne, il y a un mouvement, en effet, de vingtenaires et de trentenaires très, très curieux, qui ont envie que les choses soient dites, que les archives soient ouvertes, que chacun... les fosses communes, qu'on puisse savoir où sont passés les disparus. Mais on est en 2026, 90 ans après. Donc c'est aussi des fils qui sont coupés, c'est des longs... Enfin, c'est ça, ce qui est fou, c'est le temps que prend la mémoire, parce que je pense que les blessures collectives, elles sont très très longues à guérir, et il faut tout un temps, mais qu'à un certain moment, la parole, elle est là, et je suis très heureuse de pouvoir contribuer à cette parole. Il y a un petit garçon qui chemine aussi sur ce pont, qui essaye de remplir ses poches de confettis. Il a 4 ans, c'est Félix, c'est votre père. J'ai éprouvé le besoin de relire Manifesto, en fait, quand je préparais cet entretien. Et je me suis demandé si c'était pas une façon, après avoir dit adieu au vieux monsieur qu'il était devenu, de retrouver l'âme éternelle d'un petit garçon sur ce pont. Oui, c'est vrai que d'imaginer ses parents et ses grands-parents tout jeunes, c'est toujours un peu étrange quand on voit des photos. Et quand je revoyais ces photos où lui a 3 ans, je pense, juste avant de partir, et ils étaient tous avec ses frères. Donc quand ils partent, ils ont 4, 7 et 9 ans, les 3 garçons. Et on les voit avec à la mode de l'époque, avec un peu les godillots, toujours en Bermuda. Et donc, ces photos comme ça, datées. Et donc on regarde... Comme ça, je regarde le visage de ce tout petit garçon, puis j'essaye de voir s'il ressemble. Qu'est-ce qui est resté de cet enfant dans le père dont je me souviens? Et puis après, on regarde les autres générations. Enfin, c'est assez fascinant, parce qu'évidemment, on recrée en soi-même des similarités, des proximités qui sont des lieux de l'amour. L'écriture, c'est vrai que ça me permet, le temps de l'écriture, d'être avec eux. Et je pense que c'est un moment d'une grande tendresse, de passer ces mois avec eux, à chercher, à essayer d'écrire, ce qui n'enlève rien à l'urgence d'écrire le livre. Et puis je sais bien à un certain moment que le livre est terminé, et que la mémoire de mes fantômes, elle est là, et je peux les convoquer, et ils sont sympas d'ailleurs. Donc je ne suis pas tout le temps obligée d'écrire sur mon père pour qu'il existe, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais le convoquer littérairement. Et comme je dis à un certain moment, quand j'écris les 5 lettres de son prénom, il s'appelait Félix, c'est étrange, parce que tout d'un coup, il devient un peu un personnage, et en même temps, c'est quand même... Voilà. Alors, il y a un mot que je ne peux pas écrire, qui est papa. Ça, je ne peux pas, parce que papa, c'est... Mais Félix, il est à la fois personnage, et quand même, grâce à l'écriture, il est là. Il est là avec moi, il est là avec celles et ceux qui lisent le livre. Et ça, c'est vraiment... c'est la force et la grâce de l'écriture. Vous me parliez tout à l'heure de Madame Bovary. Madame Bovary, elle s'appelle pas Félix, mais elle est vivante, quoi. Elle est là, et chaque lecteur et chaque lectrice qui va prendre ce livre va la voir. Et ce pouvoir de l'imaginaire, c'est le pouvoir de la transfiguration et de la pensée. Et j'en profite pour parler de García Lorca, parce que justement, et ça on le voit
dans les dictatures, dans les mises en place des dictatures, c'est l'imaginaire d'une culture et d'un peuple qu'on veut enlever en premier. Parce que l'imaginaire, d'abord c'est la singularité, c'est le rêve, c'est l'échappée, c'est la liberté. Et donc Lorca, ça va être un des premiers artistes à être assassiné au moment du coup d'État. Donc la capacité qu'on a à voir, à visualiser, à imaginer, en écrivant ou en lisant, c'est l'extraordinaire d'un livre qui est fermé, et puis on l'ouvre, et Félix est dans ce livre. Et vous dites d'ailleurs qu'il faut lire, bon, c'est un immense poète, Federico García Lorca, et il faut le lire aussi comme acte de résistance. Oui, il faut lire, bien sûr, oui. Il faut lire Lorca, il faut voir les tableaux de Goya, les désastres de la guerre. Il faut, bien sûr, les artistes, ils vivent si on voit leurs œuvres. Donc ça, c'est en effet, vous avez tout à fait raison. Et retrouver, et je dis retrouver, la nationalité espagnole, c'était une réparation nécessaire, c'était un lien renforcé avec votre père et sa famille. Je ne saurais pas tout à fait dire. Alors d'abord, il y a eu cette révolte, et je me suis dit que dans un pays où justement la mémoire était compliquée, que ce geste d'un gouvernement de rappeler à soi ses perdants, c'était un beau geste. Donc j'avais quand même envie de prendre cette main, même si évidemment ça venait soulever énormément de questions, notamment par rapport à la question basque, par rapport à la question de la loyauté, parce que finalement l'identité, c'est toujours une question de loyauté. À qui, à quoi, pourquoi ? Et donc ça a soulevé énormément de questions, mais néanmoins, pour ce passé républicain qui était à nouveau accueilli en Espagne, j'ai fait les démarches comme ça, un peu par principe. Je ne peux pas dire qu'avant je vivais en difficulté, mais aujourd'hui je suis heureuse d'avoir cette double nationalité. D'abord parce que je trouve que c'est comme si on voyait officiellement qui j'étais. Je suis faite de ces deux histoires. J'ai ces deux passeports, donc ça je trouve ça beau. Ça me permet de partir en Espagne si vraiment ça commence à chauffer trop en France. C'est pas mal. Et puis je suis sur ce registre civil. Mon père est resté 40 ans apatride. Moi, je me suis évidemment posé beaucoup de questions sur cette apatridie. Quelle est la sensation ? Au-delà de toutes les difficultés administratives qu'il me racontait en étant apatride, mais de qu'est-ce que c'est de ne se sentir de nulle part ou d'être coincé. Alors justement, moi, j'avais l'impression qu'il peut rester coincé sur ce pont, quoi, entre la France, l'Espagne, le Pays Basque. Donc il reste 40 ans apatride. Bon, donc je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir Maintenant, il faut que j'apprenne à parler basque. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même la dernière étape, parce que vous l'avez. Oui, c'est la dernière étape, voilà. Mais c'est la plus dure. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est pas l'étape finale nécessaire? Oui, je pense. Je rêve. Alors, dans le livre, je raconte ma rencontre avec une grande linguiste du basque, Edurne Alegria, qui a œuvré à unifier la langue basque, parce qu'avant elle était vraiment quasiment que orale, donc à un certain moment il a fallu l'unifier pour qu'il puisse y avoir des manuels de langue et des manuels scolaires et tout ça. Bon. Donc c'est une grande spécialiste qui est vraiment très très basque, et qui elle me disait mais ta nationalité espagnole, on s'en fiche, quoi. Ce qu'il faut, c'est que tu apprennes le basque. J'ai dit, mais oui, mais j'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est hyper dur, j'ai ma méthode assimile, je n'y arrive pas. Et elle m'a dit, voilà, de partir en immersion c'était très simple, il suffit de partir en immersion dans une ferme pendant 4 mois. En effet, 4 mois plus tard. Donc j'ai ce rêve. Non, mais c'est vrai, j'ai ce rêve d'aller dans la montagne et apprendre le basque. Parce que je pense que mon père m'a parlé ni basque ni espagnol, mais l'espagnol, c'est quand même plus facile. C'est-à-dire, d'abord, on peut trouver plus aisément des locuteurs espagnols, et puis c'est plus simple, c'est tout, c'est une langue latine, on prend la méthode assimile, si on la fait jusqu'au bout, on y arrive. Mais le basque, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vrai, c'est la dernière étape. Et le dernier mystère à percer, je crois. Il y a une formule justement très jolie en langue basque qui dit que, en fait, être basque, c'est avoir.
le basque, c'est posséder Mais, cette langue. Ça n'existe pas, être basque. Il y a un mot pour dire être basque, c'est euskaldun. Mais euskaldun, ça veut dire avoir le basque. Donc c'est très beau, évidemment, aussi pour une écrivaine, c'est que vraiment l'identité, elle est dans la langue, dans ce territoire-là, c'est là que ça se passe. Et quand on pense évidemment aux langues, comme tu dis, la langue maternelle, et c'est vrai, et je le raconte dans Manifesto, mon père a vraiment les dernières heures de sa vie hospitalisé à la Salpêtrière. Bon, comme souvent, dans les derniers moments, il y a une sorte de regain d'énergie, comme ça, il s'est mis à parler basque, mais que basque. Il parlait basque aux infirmières, il me parlait basque, donc personne ne comprenait rien. Mais il y a eu ce retour à la langue maternelle de sa mère, de son enfant, cette langue première, qui était son territoire, son identité. Donc, sur le moment, on s'est dit « Ah, c'est formidable, il parle basque ». Bon, il est mort quelques heures plus tard. Et j'ai compris ce que c'était, l'Euskaldun. Il avait le basque, il était basque. Donc, c'est vrai que ces provinces comme la Catalogne, le Pays basque n'ont pas de papier d'identité. Donc la langue prend évidemment une place extrêmement forte dans la culture et dans l'identité, mais en plus en basque, on dit avoir le basque. Je pense qu'un jour on aura un livre trilingue, français, espagnol, basque, j'en suis sûre, on en rediscutera ici. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, parce que le temps est venu pour échanger directement, voilà, avec Léonore. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander, quand vous disiez que votre père parlait avec votre grand-mère en basque, est-ce qu'il vous a rapporté les faits, les choses dont il parlait avec elle et certains éléments qui ont pu peut-être vous aider pour la rédaction de votre livre? Alors non. C'est-à-dire, il parlait librement, il n'y avait pas de tabou dans la famille, il n'y avait pas de saut de silence, en tout cas. Donc, il m'a raconté tout au long de sa vie, comme ça, de ses souvenirs, ça, il m'en parlait librement. Quand il allait voir sa mère, moi j'étais assez petite, et c'était pas du tout un moment où il reparlait de l'exil, où je pense que c'était des conversations beaucoup plus quotidiennes, que je comprenais pas. Et peut-être, il me disait de quoi ils avaient parlé, mais comme j'avais 7-8 ans, je crois que quand elle est morte, j'avais 10 ans, je garde aucun souvenir, sauf de cette figure, sauf elle, voilà, de son corps, de sa présence, et puis tout d'un coup de cette langue que je comprenais pas. Mais c'est vrai que sa parole à elle n'est jamais arrivée jusqu'à moi, directement. Hein, ça a toujours été par le biais de mon père ou par mes oncles avec qui on a un petit peu parlé, ou les cousins, c'est-à-dire ma génération, les enfants des 3 garçons là, qui partent en 36, on discute entre nous, donc chacun évidemment a des souvenirs différents. Moi je suis la plus petite de cousins, donc on discute et c'est vrai que c'est fou, quoi. Chaque cousin a une histoire évidemment différente. Bon. Et sur cette petite brochette de cousins, on n'est que 2 à avoir fait la démarche. Les autres, on pensait que non, ça n'était pas utile. Donc ça aussi, c'est étonnant de voir comme ces 3 garçons ont vécu la même chose. Et bon, finalement, c'est quelque chose de très, très, très intime, l'identité, les chemins intérieurs qu'on fait. Quels sont les retours que vous avez de vos lectrices et de vos lecteurs? Alors j'ai eu ça a été un très beau chemin aussi depuis la sortie du livre, donc qui était fin août. Maintenant, parce que évidemment l'exil, beaucoup de familles sont traversées par l'exil en général, et cet exil républicain, il a vraiment été dans toute la France, alors particulièrement dans notre région en Aquitaine, mais j'ai eu beaucoup de témoignages de familles ou de gens qui ont fait aussi cette démarche, et je vois que la mémoire est quelque chose de toujours très vif en chacun de nous, le désir de savoir, le désir de comprendre, et qu'il est nécessaire de partager, il est nécessaire de parler. Et dans les gens que je rencontrais, je voyais bien que c'était beaucoup plus dur quand vraiment il y a eu
un mur de silence. Ça, c'est très dur. Donc ça m'a confortée dans le fait que d'écrire et de transmettre, c'est utile. Merci pour ce souvenir, cette mémoire. Merci infiniment. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.